Donc ils vivront dans l'illusion que ça marche des deux côtés, Güler en tant qu'enseignant et du côté des élèves. Oui, mais là quand même, parce que quand on dit ça marche pas, on peut nous dire qu'effectivement il y a quand même cette pression qui est exercée du point de vue des enseignants. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bah oui, on peut être un peu dubitatif sur le manuel, etc. À partir du moment où il y a une pression qui se rajoute de l'institution sur justement les évaluations, ce qu'on connaît, c'est ça aussi qui est un facteur qui amène les gens à travailler autrement, qui amène les gens à travailler pour répondre à la demande qui est faite et qui est oppressante. Dis-moi comment tu évalues, je te dirai comment tu enseignes. Hein. On sait très bien que l'évaluation va conditionner l'enseignement et elle le conditionne très fortement. Et ça, c'est dramatique parce que... Et puis pendant quelques années, là, tous ces jeunes qui arrivent, ils vont quand même trouver des anciens dans l'école qui vont encore leur transmettre la culture. Oui. Mais dans 20 ans, dans 30 ans, ils vont retrouver leurs semblables. Donc à ce moment-là, ça ne sera plus une ressource. Donc ils vont se retrouver tous comme des clones. Mais ça, moi je ne suis pas pessimiste. La vie trouve toujours son chemin et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Il faut dire qu'une institution, par définition, étymologiquement, c'est fait pour ne pas tomber. Exactement. Donc l'institution, elle ne va pas tomber, et à mon avis, elle va trouver, en atmosphère hautement contaminée autour de Tchernobyl, on s'est aperçu que les animaux, en fait, ils prospèrent. Ça ne les a pas tués. Donc, à la limite, on peut aussi faire le pari qu'à l'avenir, ces agressions-là vont avoir un effet. Il va falloir développer des stratégies de résistance, et il n'est pas sûr qu'on ne soit pas plus fort. Il faut l'espérer. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Voilà. En tout cas, je peux vous dire que depuis 2008, on se sent, à force d'être agressé tout le temps, bah, évidemment, voilà, si c'était pour vous séparer, c'est un peu raté. Non, mais je pense que ça, il faut résister déjà. Oui. Il faut résister, chacun à sa manière, et je pense qu'il faut... Il n'y a pas de moyens. Pardon ? Il n'y a pas de moyens. Oui, justement, il y a énormément de moyens, mais il faut vraiment pousser les jeunes qui arrivent, les enseignants, mais aussi les parents, J'ai l'impression qu'on se à rend résister. compte, j'ai l'impression qu'on se rend compte maintenant que beaucoup de parents se rendent compte qu'on atteint les limites du système éducatif. Il y a 3 ans, ils ne se rendaient pas trop compte quand on se battait contre les programmes de 2008, quand on se battait contre la masterisation, qu'on développait des arguments dont on voit qu'ils étaient vrais, tout ça est avéré. Les gens ne se sentaient pas très concernés. Les médias semblaient dire que tout allait bien, qu'il fallait retourner aux fondamentaux, etc. Qui voudrait que son enfant ne sache pas la règle d'accord du pluriel ou bien faire une division? Personne. Et quand le ministre vous dit voilà ce qu'on va apprendre à vos enfants, alors que les programmes ne permettent pas de l'apprendre, en gros, caricature un peu. Bien sûr, les parents sont là. Maintenant, ils se rendent compte que le rectorat de Paris va recruter par Pôle emploi des professeurs, des gens qui enseigneront, peut-être même pas, qui garderont au moins leurs élèves en classe, et qui sont recrutés par Pôle emploi parce qu'ils ont fait un petit peu de SVT dans leur vie, ils vont être recrutés comme professeurs de SVT, vacataires, évidemment. Et on aura comme ça tout le potentiel de remplaçants qui manque va être comblé par au moins des gens qui sont recrutés comme ça, au SMIC à peu près, sans formation professionnelle. Là, les parents commencent à se dire, certains parents commencent à se dire, ça suffit là. Et, moi j'espère que ça va bouger plutôt très fort. Parce que ça ne peut plus durer. Oui, une chose dont les médias n'ont pas beaucoup parlé quand même, c'est effectivement cette quasi-absence ou cette modification de formation où il ne reste pratiquement plus rien. Il n'y a rien comme formation professionnelle. Les autres pays d'Europe, ça se passe comment en ce moment? Là, je ne sais pas, je n'ai pas d'infos, je lis peut-être pas les bons journaux. Ça dépend du pays. Parce que j'ai bien l'impression qu'on est le seul pays à avoir sacrifié à ce point-là son éducation en Europe. Non. Mais, en fait, le ministre, je crois que c'était Darcos, donc, qui avait dit on va imiter le modèle finlandais. Vous voyez exactement l'opposé. Donc, totalement à l'opposé, à tout le monde. Mais voilà, il prend cet exemple. Alors en Allemagne, je sais qu'en Allemagne, ils ont un peu des difficultés aussi dans le recrutement
recrutement des enseignants, puisque là-bas, les enseignants ne sont pas non plus, c'est un peu ce système-là, c'est-à-dire qu'ils sont recrutés par Ça fonctionne un peu en deux temps, si j'ai bien compris. Ils ont dans un premier temps une formation disciplinaire et pédagogique à la fois, comme on a dit. Puis ils ont une formation pédagogique, et quand ils sont déclarés aptes à enseigner, ils ont le petit stempel bon pour l'enseignement. Mais ensuite, il faut qu'ils se présentent devant l'établissement, ce sont les chefs d'établissement qui les recrutent, et au bout d'un certain temps, s'ils ont continué à donner satisfaction pendant assez longtemps, ils sont fonctionnaires, enfin recrutés pour... Et il y a des endroits où justement ils ne trouvent pas assez d'enseignants. Oui. Histoire de rire un petit peu, allez, une anecdote. Il y a quelques années, on était à l'art dans notre école de correspondants. Et les collègues allemands m'avaient tiré la gueule. Bah oui, parce que vous, encore en France, vous avez une certaine liberté pédagogique, parce que quand elles venaient chez nous, on faisait de l'histoire, on faisait de la géo, c'était super. Nous, on passe notre temps à faire des évaluations, et notre directeur, c'est un vrai tyran, il est tout le temps dans son bureau, elle ne fait rien d'autre que consulter son ordinateur, et quand elle sort du bureau, c'est pour faire la gueule, il ne peut plus se voir. Alors nous, on frimait, ouais, mais chez nous, c'est pas comme ça. En Finlande, c'est 6 années de formation professionnelle. Vraiment professionnelle, 6 années. Ben, on en reviendra. Avec notamment un statut, un certain moment, quand on est 2 enseignants dans la classe, souvent le deuxième est en formation. Mais c'est une réelle formation, un accompagnement, mais voilà, 6 ans. Mais le métier d'enseignant est un des métiers les plus difficiles qui soit. Il est beaucoup plus difficile d'être enseignant que d'être ingénieur, quelle que soit la branche dans laquelle on est ingénieur, faire de la recherche. L'enseignant a devant lui un matériau qui change tout le temps. Il faut qu'il réagisse au quart de tour en permanence. C'est celui qui prend le plus de décisions à la minute, l'enseignant. Et on ne considère pas, notre système ne considère pas que les enseignants devraient avoir une formation professionnelle comme celle des ingénieurs. Alors, je n'irais pas dire que le système de recrutement des ingénieurs est bon, ça ferait un petit peu l'éloge des classes préparatoires aux grandes écoles, mais les ingénieurs sont recrutés avec 2 ans de préparation, puis ils rentrent dans une école pour devenir ingénieurs. Ils ont 3 ans de formation professionnelle pour être ingénieurs. Alors on pourrait se demander pourquoi l'éducation nationale ne donne pas 3 ans au moins de formation à ses enseignants, après 2 années pour les professeurs d'école, de formation consistante dans les disciplines, par exemple. Ça pourrait se concevoir aussi. Pourquoi ne pas aligner et considérer que ce sont des formations qui pourraient être équivalentes? Tout simplement. On affiche master, bac plus 5, mais c'est tout. Tout simplement parce que sur une formation d'ingénieur, on peut spéculer dessus en termes de profit à terme. Évidemment. Et qu'on ne peut pas le faire pour un enseignant. C'est une affaire de spéculation. Eh bien, on a tort, parce que c'est la spéculation à court terme. Mais ils ne savent pas calculer. La spéculation à long terme, eh bien, c'est là qu'il faut investir. Oui, mais ils ne savent pas calculer. On a affaire à des gens qui sont incompétents. Un banquier ne spécule pas pour long terme. Ben non. Il ne faut pas oublier que ça, on a affaire à Pas spéculer, c'est-à-dire investir à long terme. C'est leur premier problème. Oui, Ils sont incompétents. Mais au lieu de spéculer, il faut investir. Est-ce que vous connaissez un système qui prenne réellement en compte, qui arrive à former des enseignants, sur la qualité intrinsèque qui est la plus forte, à mon sens, et je pense que beaucoup de collègues la partagent avec moi, qui est celle de l'être, et pas celle du savoir. Donc les qualités relationnelles, les qualités d'écoute, savoir rebondir, savoir s'adapter à différents. Tu crois que ça peut s'en servir ça? Il faut l'avoir, on l'a. Je pose cette question. On peut le travailler, on peut peut-être recruter un peu plus les gens là-dessus aussi, c'est des idées que je rêve, hein. Non mais le week-end dernier, j'étais à un séminaire de professeurs de mathématiques à Paris, et on avait eu le plaisir d'avoir invité Jacques Nimier. Vous avez peut-être lu un petit peu Jacques Nimier, mathématiques et affectivité notamment. Et il faisait le même type de témoignage en disant qu'en gros, il faut intégrer davantage la personne dans l'enseignement, que ce soit celle de l'enseignant ou celle de l'élève. Beaucoup plus donner de place à la personne. Ça ne veut pas dire ne pas donner de place au savoir, mais s'il n'y a que le savoir et si on oublie la personne, on ne fait rien. Et je crois que c'est vrai. Et en même temps, moi je pensais que on n'a pas d'être à l'égalité humaine. Donc au contraire, elle s'acquiert aussi. Elle se construit par la vie de groupe dans la classe, elle se construit en enseignant par des formations en groupe et pas par des formations en groupe. C'est pour ça qu'effectivement la formation est importante. C'est qu'en fait,
pour travailler dans une classe, à mon avis, il faut pouvoir aussi travailler sur soi de façon continue. Parce qu'on est forcément... Moi, je me suis impliquée dans le genre psychiatrique, en fait, avec des... Et c'est évident, c'est un discours où c'est évident qu'il faut travailler sur soi pour avoir des situations, accompagner des personnes en situation de difficulté. Oui. Parce qu'il y a des choses qui sont de l'ordre des réactions qui nous échappent, quoi, qui nous mettent en difficulté. Et je trouve qu'en enseignement, on ne prend pas en compte ça, alors que quand être devant une classe difficile avec des enfants qui effectivement vont chercher là où on n'est pas, où on n'est pas vu. Et effectivement, je pense qu'il y a vraiment cette nécessité de travailler sur soi pour être enseignant. Et pouvoir accompagner l'élève, l'enfant en face. C'est très important. Alors, il y en a qui font ça dans les formations ASH, par exemple, comme l'UACSTA. C'est des formations qui prennent fortement. Comment Pour les gens qui sont pas ASH. Oui. Alors, on va expliquer à ASH ce que c'est. Oui. Alors, qui sait ce que c'est? Ce sont des professeurs qui sont formés sur le handicap scolaire, pour pouvoir travailler avec des enfants qui sont déclarés handicap scolaire, que bien sûr, bien d'autres handicaps que ça généralement. Alors, ce sont des gens qui sont formés, et dans la formation, eh bien, il y a beaucoup de psychologie, de relationnel, etc. Il faut qu'ils soient capables de réagir très rapidement à des situations qui peuvent être très difficiles et qui peuvent conduire à une violence rapide en classe aussi. Alors, ils ont la chance de travailler, et je pense que beaucoup d'eux font un excellent boulot, parce qu'ils sont formés pour, parce que, bon, ils le désirent aussi, mais ils sont formés pour, et là, paradoxalement, l'État met des moyens, puisque dans des classes comme ça, il y a quoi, 8, 10 élèves, je ne sais pas plus. Donc il y a peu d'élèves. Comment? On est 12 ou 13 élèves. 12 ou 13. Oui, bon. Oui, enfin bon, ça fait je reconnais que de 8 ou 9. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quand même pas 30, hein. Non, l'État n'est pas les le savoir. Voilà. On peut le savoir en compte, c'est 12 ou 13 niveaux à gérer. Voilà. Si on prend l'être en compte, ça change. Oui, non, mais tout à fait. Et alors, bon, alors cela, là, il y a quelque chose d'État, mais un petit peu même pour dire qu'on le fait, quoi. Donc l'État le fait. Mais quand vous avez dans une classe de 32, vous avez 2 élèves qui relèveraient de cette structure-là, qui sont dans la classe. Et on n'a pas formé l'enseignant de cette classe pour être capable de les intégrer, ces élèves. Donc là, il ne faut pas chercher du point de vue du handicap. Je pense que dans toutes les classes, il y a des enfants qui posent problème, parce qu'effectivement, dans le groupe, ça ne fonctionne pas. Et c'est ça que les enseignants, je pense qu'on est plus formés à faire, c'est effectivement de pouvoir, pour répondre à un enfant qui exprime un mal-être, ça nécessite. Alors ça c'est une grande supercherie. C'est pour ça nécessite qu'on flingue les raisonnettes et qu'on a l'aide personnalisée. C'est évident. Oui, non, ça nécessite, vous n'avez pas terminé votre phrase. Un doigté qui se construit, quoi. Oui, c'est pas quelque chose qui se. Les étapes de développement de l'enfance, qu'un enfant a besoin, on est quand même dans un déni de ce que l'enfant a besoin, quoi. Moi, je sais que, il y a des situations qui me choquent, quoi, de dire qu'un enfant qui va en classe avec un bras cassé, puis on dit, tu peux écrire de la main gauche. Bon, ça met quand même l'enfant en difficulté, quoi, par rapport à dire que son bras cassé droit, il est complètement niais, quoi. Et se dire qu'effectivement, je pense que à l'école, on multiplie, je trouve que des situations comme ça se multiplient où l'enfant on n'est pas en mesure de répondre, soit parce que les classes sont chargées, on n'est pas formé, il n'y a pas de